Plateforme. Les sciences humaines. IRSEM. Projection de force et de puissance de l'Antiquité à nos jours. L'expédition du Mexique, le fiasco de la plus grande pensée du règne de Napoléon III. Avec Michel Battesti. Donc ce soir, après le mois dernier, nous étions dans l'Antiquité classique grecque, avec l'expédition de Sicile pendant la guerre du Péloponnèse. Là, on fait un immense bond dans le temps, puisqu'on se retrouve avec l'expédition du Mexique, montée par Napoléon III dans les années 1860. Donc pour cela, on a fait venir tout spécialement Michel Battesti, qui est notre collègue à l'IRSEM et qui est une excellente spécialiste du Second Empire. Elle avait fait il y a plusieurs années de cela, sa thèse sur la marine de Napoléon III, et qui travaille beaucoup donc sur le Second Empire en général, les différentes guerres, les différentes expéditions, et toutes ces questions militaires en général d'ailleurs. Bon, certes le Second Empire, mais enfin tu connais quand même bien le 19e siècle en général, hein, c'est quand même ta spécialisation. Même plus. Alors, aujourd'hui, nous allons voir effectivement l'expédition du Mexique, et cette aventure mexicaine se place entre 1861 et 1867. Et elle s'est déroulée dans un cadre d'un conflit, je dirais, asymétrique, hein, et avec une première phase qui est une phase, ce qu'on appelle de façon incorrecte, mais enfin bon, qui est passée dans le langage courant politique de la canonnière, et dans une deuxième phase qui est vraiment de guerre coloniale. Le problème de projection est un problème essentiellement de technique, en tout cas pour la marine. Parce que il n'y a pas de, on va débarquer sans coup férir, il n'y aura pas d'opposition. Donc on est quand même dans un cadre bien particulier, hein, qui est celui du 19e siècle. Alors cette affaire du Mexique reste une énigme. C'est d'abord le seul échec outre-mer de Napoléon III. Et ça s'est soldé par une aberration, puisqu'on a dépensé pendant 5 ans plus de 380 millions de francs. Or, on a perdu plus de 7000 hommes pour établir sur un trône improbable au Mexique un Habsbourg, avec lequel les Habsbourg, on était pourtant quasiment en guerre, puisque 2 ans plus tôt, on leur avait quand même pris et recédé à l'Italie une de leurs plus belles provinces, qui était le Piémont. Bon, c'est quand même assez étonnant. Et on a le tout donc dans le plus grand mépris du principe des nationalités, qui était le fondement de la politique impériale en Europe. Donc c'est assez curieux comme situation. Donc nous allons voir si c'est totalement aberrant. Je vais vous faire remarquer qu'avec Laurent, nous avons mis un point d'interrogation, hein, un fiasco, à la fin de ça, et c'est pas un hasard. Alors, la genèse de cette affaire, c'est évidemment le Mexique depuis son indépendance. Je ne vais pas rentrer évidemment dans l'histoire du Mexique, qui est extrêmement complexe, mais depuis son indépendance en 1821, le Mexique est un pays à risque, avec une instabilité politique chronique. À coup de pronunciamento, il y a quand même eu 5 changements de régime. On est passé de l'Empire à la République fédéraliste, à la République centraliste, à une dictature, à la République. C'est une société avec la moitié à peu près de la population indienne, l'autre moitié étant donc moitié à peu près métisse et blanc. Elle est en proie à des dissensions très fortes, il y a d'énormes problèmes. C'est un pays avec des factions politiques très divergentes, et donc elle a subi les empiétements de son voisin. C'est pour ça que je vous ai mis cette carte qui vous montre finalement l'emprise américaine sur le Mexique, où elle a perdu, en faveur des guerres 1846-47, elle a perdu plus d'un tiers de son territoire. Et donc ça reste quelque chose de particulièrement douloureux. Et il faut bien le dire, les libéraux, beaucoup des libéraux mexicains craignent que finalement le Mexique ne puisse pas résister à la pression américaine et que finisse par disparaître. Nous nous trouvons dans cette situation-là. L'économie mexicaine, bien sûr, est en ruine. Les gouvernements successifs ont pris des tas il y a quand même eu 46 gouvernements entre 1821 et 1850, et ils ont recours aux emprunts à l'étranger. Il y a déjà eu une première intervention française, faut pas l'oublier, en 1838, qui est une intervention essentiellement maritime, avec l'amiral Baudin. Et il y a eu la prise, c'est le premier cas d'une prise d'une forteresse terrestre par une force navale, le premier cas de l'histoire. C'était dans le cadre de la guerre des gâteaux.
parce que celui qui au départ a enclenché ses plaintes auprès du gouvernement français, c'est-à-dire de Louis-Philippe, a déclenché cette guerre, et donc on a eu une intervention française. Donc, première intervention. C'est important aussi. En 1856, un avocat d'origine indienne, Benito Juárez, prend le pouvoir. Il est chef de file des libéraux et il va conforter sa position jusqu'à ce qu'un général fasse un coup d'État, jeune général de 25 ans, Miramón. Ça va être la guerre pendant 3 ans, dite guerre de la Réforme. Et finalement, Juárez va reprendre le pouvoir donc en 61. En 61, donc dans une espèce de conflit de guerre civile, il y a un passif, bien sûr, c'est que Miramón a pris notamment en 59, auprès d'un banquier suisse nommé Jecker, a donné un prêt. Alors vous allez voir qu'à l'époque, il n'y avait pas Madoff, mais enfin ça ressemble quand même, parce qu'il avait fait un prêt de 3,5 millions de francs, et qui était payable en bons du Trésor, 75 millions. Et lorsque Juárez prend le pouvoir, l'erreur qu'il va commettre et qui va donner le prétexte à une nouvelle intervention, c'est que l'État est évidemment en banqueroute, donc il déclare la banqueroute, et le 17 juillet 1861, le Congrès mexicain vote l'ajournement à 2 ans du paiement des conventions étrangères, donc, et ce qui permet d'ailleurs au gouvernement de saisir 500 000 piastres prélevés sur les douanes, qui devaient normalement être pour servir au paiement de la dette extérieure. Juárez, lui, il est soutenu de façon inconditionnelle par les Américains, et il est persuadé que les puissances européennes vont beaucoup protester, mais ça sera très platonique, et là, il se trompe, parce qu'il y a une conjoncture internationale tout à fait intéressante qui va fédérer les griefs des 3 principales puissances lésées, à savoir la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. C'est le début de la guerre de sécession. Donc les Américains peuvent plus faire respecter en quelque sorte la doctrine de Monroe, et donc vous allez empêcher l'intervention des Européens, donc ce qui fait que ces Européens vont avoir les mains libres, et tous sont aussi d'accord. Il y a un point de vue en Europe très fort. Ils pensent comme certains des libéraux mexicains, c'est que il faut arrêter l'absorption du Mexique par les États-Unis. Donc c'est un moyen comme un autre, de remettre de l'ordre et de mettre en place un gouvernement stable au Mexique. Alors, il y a une profusion de théories sur le pourquoi de l'intervention française au Mexique. Alors, je vais vous les donner très rapidement. Vous savez que toute intervention, toute prise de décision, c'est extrêmement complexe. Il peut y avoir des tas de raisons. Il y en a qui se cumulent, il y en a qui peuvent se contredire. Enfin, c'est très difficile de dire qu'il y a une seule raison. Mais disons qu'il y a tout un champ de raisons. Alors, d'abord, les intérêts financiers de Morny, le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, qui, lui, a, en quelque sorte, s'est mis d'accord avec Jecker et doit récupérer 30% des créances, si elles sont récupérées, sur le Mexique. Deuxième plan, on pense que c'est parce que c'est une croisade pour substituer une monarchie catholique à une république anticléricale et protestante. Car la grande guerre des réformes qui avait opposé Miramón à Juárez, c'était parce que les libéraux avaient imposé des lois anticléricales. Et donc cette croisade serait offerte au pape, puisque vous savez que Napoléon III a quelques ennuis avec la politique italienne, et peu respectueux du pouvoir temporel, et ça serait une compensation. Il y a aussi un projet saint-simonien et bolivarien que soutiendrait volontiers Napoléon III, d'un empire latin progressiste et qui ferait barrière à l'impérialisme anglo-américain et protestant. Et ça pourrait être le premier maillon d'une chaîne d'États latino-américains, etc. Il faut savoir que Napoléon III n'aime pas les États-Unis. Il y est allé, vous savez qu'il est allé aux États-Unis, il y passait quelques mois, mais il a eu une très mauvaise impression. Et surtout, il est convaincu que les États-Unis vont chasser l'Angleterre de l'Amérique latine, que l'ancien monde doit se protéger du despotisme commercial des États-Unis, et il interprète ça comme étant des représailles contre la tyrannie politique dont l'Europe a abusé pendant 3 siècles, et ce sont ses paroles, en tout cas ses écrits. Il y a une autre raison qui est avancée, ça serait une sorte de compensation, de consolation exotique donnée aux Habsbourg, et notamment par le truchement du frère de l'empereur François-Joseph après la défaite de 59. Il y a même quelques-uns qui pensent qu'il y a derrière l'idée de donner donc à Habsbourg le Mexique, et pour obtenir la Vénétie, pour le donner à l'Italie. Vous voyez, c'est assez compliqué.
Il y a aussi tout simplement les intrigues qui ont été avancées, les intrigues des Français sur place. Vous savez, c'est les fameux Barcelonettes. Ils sont très nombreux et des commerçants très actifs sur place. D'ailleurs, c'est eux qui vont gagner dans cette guerre, en fin de compte, à la fin. Et les diplomates français, notamment un certain Dubois de Saligny, particulièrement agité et très favorable à l'idée d'une monarchie. On a dit aussi l'influence de l'impératrice Eugénie, très catholique, et qui serait circonvenue par les exilés mexicains, qui vont jouer un rôle évidemment essentiel, qui sont omniprésents aux Tuileries, très conservateurs, très cléricaux et très monarchistes. L'influence de l'impératrice Eugénie, on peut en reparler. Moi, personnellement, j'y crois pas trop, mais enfin, ça crée disons qu'elle crée une ambiance. Il y a les idées romantiques de Napoléon III, indépendamment du projet saint-simonien. Il y en a un autre, projet saint-simonien, qu'il avait cultivé, élaboré, et sur lequel il avait beaucoup étudié. C'est le percement d'un canal interocéanique. Alors évidemment, lui, il pensait à Panama, mais ça pourrait très bien être l'isthme de Tehuantepec au Mexique. Il y a l'idée d'établir, et ça il l'annoncera dans les instructions qu'il donne pour le début de cette campagne, il y a l'établissement de zones d'influence économique pour les débouchés extérieurs de l'économie française, elle est en pleine expansion, et pour certains, ça serait même une compensation à la perte de la Louisiane, qui a été bradée par son oncle, par le chef de la dynastie des Bonaparte. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas non plus oublier, qui fait partie un peu de l'idée un peu générale, c'est la réputation du Mexique, que c'est un Eldorado. Et ça aussi, alors ça, il faut lire Humboldt, etc. Il y a énormément d'écrivains de l'époque qui ont été des voyageurs, des botaniques, etc., qui ont été au Mexique et qui l'ont présenté comme un pays fabuleux, avec des mines fabuleuses. Alors, Napoléon III, lui, évidemment, pense qu'il faut mettre fin aux luttes intestines du Mexique. Il voit un peu ce pays comme étant un peu barbare, un peu arriéré et très désinformé par les agents diplomatiques et surtout les exilés mexicains. Tous décideurs, à quelles que soient les époques, doivent toujours se méfier des exilés. Si à un point, et encore là, il y a encore très peu d'années, on s'est rendu compte de l'erreur que même les États-Unis ont pu commettre dans ce domaine, en Irak ou ailleurs, mais les exilés ont toujours une idée fausse du pays qu'ils ont quitté, et il faut jamais les croire. Lui, il est persuadé, parce qu'on l'en a convaincu, que la population mexicaine est lassée de l'anarchie, qu'elle est prête à se soulever contre un gouvernement inique, parce que tout simplement, elle aspire au rétablissement de l'ordre. Et Napoléon III, il voit bien un scénario un peu à la française, comme lui, il l'a joué, c'est-à-dire l'arrivée des escadres européennes, qui va provoquer un soulèvement général de la population, une révolution. Et à ce moment-là, lui, ça lui permettra d'évincer la République, comme lui, il l'a fait en France, et rétablir l'ordre. Alors, évidemment, une méconnaissance totale du Mexique, avec aussi cette idée romantique que la Révolution française peut s'appliquer n'importe où, etc. La France et la Grande-Bretagne vont rompre leurs relations diplomatiques avec le Mexique le 25 juillet, donc suite à la décision prise de moratoire, en quelque sorte, sur les dettes, et vont se mettre d'accord pour une action commune. Là aussi, ne jamais oublier, Napoléon III, de tout l'Empire, n'est jamais, en tout cas dans la première phase, intervenu seul. Jamais. C'est toujours dans le cadre d'une coalition. Bipartite, par exemple, en Cochinchine avec l'Espagne, en Chine avec la Grande-Bretagne. Au Liban, c'est le seul cas, et le Liban, il avait une sorte de mandat international des 4 grandes puissances pour intervenir au Liban. Donc, partout, il intervient toujours avec d'autres États. Il est accusé d'être un grand dissipateur et d'être ressemblé à son oncle, mais il va vraiment toujours, il y tient beaucoup. Donc là, les 3 puissances, Espagne, Grande-Bretagne, France, se mettent d'accord sur un plus petit dénominateur commun qui est imposé par les Britanniques et qui est tout simplement une démonstration navale avec saisie des douanes. C'est ce qu'on fait en général quand un pays a des dettes, en tout cas quand on est une puissance européenne, qu'on veut récupérer de l'argent auprès de puissances moins puissantes, enfin au niveau militaire. Cette convention, c'est la convention de Londres, elle est signée le 31 octobre 1861. Et donc, il est décidé de récupérer les douanes et donc démonstration navale. Il est bien précisé, aucune acquisition de territoire, ni aucun avantage particulier. Ils se sont engagés à n'exercer dans les affaires intérieures du Mexique aucune influence de nature à porter atteinte aux droits de la nation mexicaine de choisir et de constituer librement la forme de son gouvernement. Nous commençons cette deuxième phase, donc qui va être la démonstration navale, ce que peut appeler
expression de la politique de la canonnière. Le corps expéditionnaire tripartite, le contingent est fixé à 6 000 Espagnols, 3 000 Français, et la Grande-Bretagne doit envoyer une division navale avec 700 soldats. Et eux, ils sont susceptibles de débarquer, mais vraiment très temporairement sur le littoral. Les Anglais sont très méfiants, ne veulent absolument pas rentrer au Mexique. Alors, celui qui commande le corps expéditionnaire espagnol, c'est le général Prim. Le général Prim, il est neveu par alliance du ministre des Finances de Juárez. Parce que tout simplement, il a une épouse mexicaine. Alors, il est censé épouser les vues de Napoléon III. Alors moi, ça m'a beaucoup amusé quand je lis ça, parce que si vous lisez le maréchal de Castellane, vous verrez que lui, dans ses lettres, il parle de Prim en disant un guerriero rouge. Alors évidemment, c'est une époque où on est très très vite rouge et très très vite qualifié de guerriero, mais tout de même. Donc il fait partie quand même dans les Espagnols, c'est un général libéral. Faut pas oublier qu'au Mexique, il y a quelques 20 000 ressortissants espagnols. Il va avoir le grade le plus élevé et donc il va commander le plus fort contingent. Donc a priori, c'est lui qui va un peu donner le là de cette intervention. Les Britanniques, en principe, doivent être représentés par le contre-amiral Mills et par un diplomate de carrière. Mais quelques jours après cette décision, vous savez qu'il y a eu la violation de la neutralité qui a été commise par un bâtiment de l'Union américaine sur un paquebot britannique. C'est l'affaire du Trent, le 8 novembre 61. Et là, les Anglais vont dire, nous, on réduit tout de suite le corps expéditionnaire. Ils craignent une guerre avec les États-Unis. Vous savez qu'ils ont un très mauvais souvenir de la guerre de 1812-1814. Donc, le dispositif anglais se restructure totalement différemment. Et finalement, au lieu d'envoyer un contre-amiral, ils vont envoyer un commodore, le commodore Dunlop. Ce n'est pas un hasard, hein, ceci est important. Les grades, ça donne une échelle, une hiérarchie. Du côté français, on est totalement dans la logique de l'accord de Londres. Et c'est le contre-amiral Jurien de la Gravière qui commande le corps expéditionnaire. Il est investi des pouvoirs de ministre plénipotentiaire, au même titre que Dubois de Saligny, donc qui est notre représentant au Mexique. Nommer un amiral à la tête de l'expédition confirme son caractère vraiment démonstration navale, hein, parce que sinon on aura mis un général. Donc sa mission, c'est occuper les ports du golfe du Mexique, c'est percevoir les droits de douane. Si les Mexicains, ils sont réticents, il faut à ce moment-là combiner éventuellement une marche à l'intérieur du pays et s'il le faut aller jusqu'à Moscou, jusqu'à Mexico. Il est exclu que ça, ils le savent, il faut absolument pas qu'on reste longtemps sur les côtes mexicaines à cause de l'insalubrité de ces côtes, et donc il faut un résultat prompt et décisif. Il faut aller très vite. Alors, le corps expéditionnaire français donc est composé pour plus de la moitié des troupes de marine, hein, c'est-à-dire Marsouin et Bigorre. On est tout à fait dans une logique marine. Ils vont joindre un bataillon de zouaves, hein, avec un peloton de cavaliers, mais enfin, disons vraiment, c'est vraiment l'essentiel. Ce sont des troupes de marine, également des matelots débarqués des bâtiments. Ce qui est important, c'est que il est prévu que les attelages seraient recrutés sur place au Mexique ou aux Antilles, donc il n'y a que 250 chevaux qui sont expédiés d'Afrique. La division navale se compose de 14 bâtiments. Ils sont tous à vapeur. Donc vous avez le Masséna qui est un 90 canons. Vous avez toute une série de bâtiments, donc des frégates mixtes. Vous avez là une frégate à roues, une corvette à hélice, aviso à hélice, aviso toujours à hélice, canonnière, c'est le genre de bâtiment qui va tenir ensuite le blocus, des transports écuries, car on a des bâtiments spécialisés. Je vais dire juste un mot quand même sur donc c'est composé que de bâtiments à vapeur. Ils ont embarqué pour un approvisionnement de 3 mois.
donc pour un corps expéditionnaire de 3000 hommes. La traversée va se faire sans aucun problème. Il y a forte chaleur, mais ça n'empêche rien. L'état sanitaire est tout à fait satisfaisant. Il n'y aura que 8 décès, donc ça fait un taux de 2 pour 1000. On est même très en dessous du taux normal d'une population de cet âge-là, de la tranche d'âge qu'il peut y avoir sur des bâtiments de guerre. Il n'y a donc aucun problème. Il y a à peu près 3% d'effectifs qui est malade, mais enfin, c'est vraiment des taux très bas. Alors, justement, ça me permet de dire un mot quand même sur la marine impériale à cette époque. Il y a des problèmes qui sont réglés par rapport à l'ancienne marine, justement l'amélioration de la vie à bord, de l'hygiène. Il y a bien toujours le marais nautique, ce qu'on appelle le marais nautique, au fond des bâtiments en bois avec les infiltrations d'eau, de pluie, de mer, de lavage, etc., qui forment une espèce de glu en bas avec des petits animaux tout à fait désagréables, ce qui crée évidemment un environnement tout à fait malsain. Mais enfin, en gros, il y a quand même eu d'énormes progrès. Et donc là, maintenant, il n'y a plus d'épidémies. Des grandes épidémies, ça n'existe plus à bord. Il y a une maîtrise également de la navigation. Maintenant, il n'y a plus aucun problème. D'ailleurs, pendant toute la campagne, pendant les 5 ans, il n'y aura que 2 bâtiments qui vont être perdus. L'une frégate qui va se mettre au plein sur un banc de sable, et puis un transport. Je vous rappelle que pendant la guerre de Crimée, il n'était perdu que la sémillante. C'est bien pour ça que on en parlera énormément, mais bon, dans les lettres de Montmoulin notamment. Mais c'est un événement exceptionnel. Donc tout ça est réglé. Il n'y a plus vraiment de problème. Et en plus, quand il y a des bâtiments qui sont perdus, la plupart du temps, on sauve les équipages. Donc il y a des opérations de sauvetage tout à fait réussies. Donc le Second Empire a les moyens, c'est donner les moyens de projection de force. Ambitieux. Je vous rappelle que le Second Empire, qui a duré 18 ans, fera sur mer la guerre pendant 32 ans. D'accord ? Donc, il faut expliquer qu'il y a eu énormément d'interventions simultanément, etc. Elle a un indéniable savoir-faire. L'année précédente, elle intervenait en Chine. Donc, la guerre de Crimée avait été une sérieuse prise de conscience, puisque s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas faire, comme en 1830, enlever d'un seul coup, d'une seule force, 37 000 hommes. On ne pouvait plus emmener 37 000 hommes et le projeter quelque part. On en avait projeté plus de 33 000 en 1798, pendant l'expédition d'Égypte. À Alger, en 1830, donc 37 000 hommes. On n'avait plus les moyens de le faire. Ce qui fait que la loi de programmation navale de 1857 va mettre en place donc une vraie flotte de transport pour éviter que les bâtiments de guerre ne soient encombrés par les transports des troupes. Donc le tableau, là, vous voyez, on avait prévu 72 bâtiments à hélice pour enlever en une seule fois 40 000 hommes avec leur impedimenta, avec leur artillerie et 12 000 chevaux. C'est ça le plan naval, le programme naval qui était prévu. Ce plan, là, vous avez déjà le résultat, puisque vous avez les chiffres de 69, ont été donc même au-delà de ce qui était prévu. Donc, a priori, il y a une vraie flotte de transport pour projeter. Et donc, c'est pour projeter, dans le cas d'une ou de plusieurs interventions outre-mer, voire d'une diversion en Europe. On prévoit également l'aide de la marine de commerce, mais il y a une vraie force, c'est vraiment penser. La politique de Napoléon III est une politique globale. Alors, l'infanterie est approvisionnée à 400 cartouches par homme, il faut savoir, c'est le principe, et 600 coups par pièce, avec 1000 fusées de campagne, etc. Enfin, c'est vraiment très bien passé. Donc, nous avons vu déjà les bâtiments. Alors, regardez-les bien, vous remarquez une chose. Moi, je vous dis qu'ils sont à vapeur et vous me croyez. Là, vous avez un bâtiment à roues, donc ça, vous en doutez. Mais ce n'est pas si évident que ça, car vous voyez qu'ils restent avec de très grandes matures. Donc, ce sont des bâtiments mixtes, mais c'est une flotte à vapeur, mais c'est encore des voiliers. Et ça l'est d'autant plus que cette flotte à vapeur a encore, à cette époque, une consommation de charbon absolument exorbitant, qui a encore peu d'appui dans le monde. Et donc, l'approvisionnement en charbon est un vrai casse-tête. De plus, les machines sont extrêmement fragiles et tombent en panne très souvent. Le fameux Jurien de la Gravière, donc qui commande en chef, eh bien justement, est commandé en chef pendant la guerre d'Italie et en 1859,
Et il s'est trouvé à un moment, avec son escadre, toutes les machines en panne. Et il était furieux, il craignait une sortie des Autrichiens, et donc il disait « nous avons une marine de verre ». C'est-à-dire tellement les machines sont fragiles. Donc l'obsession, c'est économiser du charbon et utiliser la voile un maximum. Je vous rappelle que la voile sera encore, outre-mer, utilisée presque jusqu'à la fin du siècle. Autre problème de cette époque, et bon, qui n'est pas inhérente à la marine française, mais à tout, c'est que le télégraphe n'est pas encore arrivé en Amérique. C'est pas comme en Crimée. En Crimée, en 1855, le problème est réglé. Il y a un télégraphe qui va faire directement la Crimée, Paris. Et donc, à la limite, les commandants en chef vont se retrouver directement avec Paris donnant des ordres. Vous savez que Pélissier avait réglé le problème. Il envoyait tous les messages à la poubelle. Comme ça, c'était plus simple. Mais au Mexique, le problème, c'est les distances. On considère qu'en moyenne, France-Mexique, c'est 30 jours, voire 40. Donc, aller-retour, c'est 60 à 80 jours. On verra, ce pauvre Julien de la Gravière va se retrouver avec des problèmes de ravitaillement, car il ne suffit pas de projeter une force, il faut encore le ravitailler. Et la station, finalement, la plus proche de Veracruz, c'est la Havane, qui se trouve à 10 jours aller-retour. L'autre, contrairement à ce que pensait, c'est New York, qui va se retrouver à 40 jours à peu près, aller-retour. Et puis Fort-de-France, un peu plus loin. On va avoir tout le temps un grand problème, aussi bien pour le décideur que pour le commandant en chef, qui ne saura jamais vraiment, il y aura toujours un décalage, la lenteur des communications fait qu'il y aura un décalage entre la décision et puis la situation sur le terrain. De surcroît, pour le commandant en chef, il y aura toujours un décalage, un problème d'approvisionnement pour les troupes. La préparation de Julien de la Gravière, il se prépare à recommencer comme l'amiral Baudin. C'est-à-dire, vous savez bien, on plaisante toujours en disant que les militaires préparent la guerre précédente. Lui, il prépare justement la prise de Saint-Jean-du-Hola et donc la forteresse de Saint-Jean-du-Hola qui défend l'entrée de Veracruz. Il n'a pour information sur le Mexique que la relation de cette expédition qu'il a fait distribuer à tous les officiers dans les bibliothèques, donc des bâtiments. Baudin, il n'a opéré que sur la côte, sur le littoral, il n'a absolument pas opéré à l'intérieur. Donc, à la limite, les marins, ils ont une vision du littoral, point barre. Autre point, ils sont tout à fait au courant qu'ils se retrouvent avec un pays totalement insalubre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous donne une carte là, qui est une carte géographique. Vous avez Veracruz qui est dans une plaine. Il est évident là qu'il suffit de monter un peu en altitude et la fièvre jaune s'arrête. C'est-à-dire, bon, on n'est plus tout à fait, on est toujours dans la région tropicale, mais disons qu'il n'y a plus le problème du vomito negro, c'est-à-dire de la fièvre jaune. Donc la grande obsession, c'est évidemment soit de régler le problème très très vite des douanes et de partir très vite parce que c'est infernal, soit de monter en altitude pour fuir la région basse, là où se trouve la fièvre jaune. Alors il faut savoir que la fièvre jaune est endémique à partir du mois de mars jusqu'à septembre. À propos de la fièvre jaune, ils ne savent pas d'où elle vient, la fièvre jaune. Je vous rappelle que la fièvre jaune, le vecteur, c'est les moustiques. Il passe du singe au singe, du singe à l'homme, de l'homme à l'homme. C'est ça, comme ça fonctionne la fièvre jaune. Mais ça, personne n'en sait rien. Le moustique, l'hypothèse que le moustique est un transmetteur, on ne le saura que 20 ans plus tard, dans les années 1880. On ne confirmera que d'origine infectieuse qu'autour de 1900. Et finalement, vous le savez, la fièvre jaune est toujours incurable, puisque c'est un virus. Et donc, c'est une fièvre hémorragique, un virus. Et la seule façon de prévenir la fièvre jaune, c'est le vaccin. Et le vaccin, c'est les années 1936. Donc, ils ne le savent pas, mais ils se doutent, eux, à l'époque, ils pensent que c'est les miasmes. Mais ils ne savent pas que c'est le moustique qui est en cause. Le truc, ils savent, c'est une médecine très empirique. On n'est pas encore dans la médecine microbienne, donc on est dans une médecine hygiéniste, empirique, et ils savent qu'il faut quitter les zones des côtes. Ça, ils le savent, la seule chose. Alors, autre point important, et là aussi, qui ne doit pas être sujette à contresens, il y a des préjugés raciaux de la part de la médecine. C'est-à-dire qu'on pense que les Blancs résistent moins bien
à la fièvre jaune. Que les Noirs, eux, résistent mieux. Alors on va aller chercher des Antillais. Les Antillais, ils meurent de la fièvre jaune aussi, ce qui est très bête, mais c'est triste pour ces pauvres hommes, mais qui montre la résistance. Enfin, on pense qu'il y a une résistance. Alors ça va plus ou moins bien marcher avec d'autres populations que nous verrons. Je vous rappelle que la fièvre jaune, ça s'appelle aussi vomitomégrome, aussi la peste américaine. Alors, ils arrivent à Fort-de-France. Jurien de la Gravière est tout content de trouver une base. Finalement, maintenant, Fort-de-France, on n'a jamais trop bien su à quoi ça pouvait servir en dehors de l'île à sucre, mais là, ça sert de point d'appui et il est absolument dithyrambe sur la Martinique qui lui permet de trouver des vivres, du charbon, des changes, etc. Il va très très vite déchanter parce que l'approvisionnement est finalement un peu nombreux et surtout, il n'y a pas de moyens de transport. Mais bon, il est quand même très heureux d'avoir une base arrière en quelque sorte. Alors, la division française va faire sa jonction avec les forces britanniques à La Havane le 28 décembre. Et là, très mauvaise surprise, Prim, avec les Espagnols, eh bien, il est déjà à Veracruz. Il les a précédés depuis 3 jours. Donc, ça change la donne stratégique parce que, du coup, déjà, les Anglais, il y a moins de force. Les Espagnols ont l'air de jouer leur propre carte. Et donc, ils ont en quelque sorte escamoté Veracruz. Et il y a une modification de la donne stratégique, puisqu'ils ont réalisé, seuls et avant leurs alliés, la première phase de la Convention de Londres. Leur intervention implique donc une sorte d'escalade, elle est induite, puisqu'il va falloir passer aux autres opérations au cas où les Mexicains refuseraient de négocier. Surtout que, bien évidemment, les Espagnols sont exécrés par les Mexicains, que ça provoque des réflexes nationalistes, et donc le général Uraga, qui commandait donc l'armée mexicaine d'Orient, fait un repli stratégique et prend des mesures pour isoler la ville et interdire toute communication avec l'intérieur. En un mot, dit Jurien de la Gravière, il fait le vide autour des Espagnols, et les Alliés donc se rendent compte que cette fois-ci, ils vont être accueillis non plus en libérateurs, mais en envahisseurs. Donc ça change totalement la donne. Donc ils finissent par arriver à Veracruz. Là, maintenant, Jurien de la Gravière doit improviser, puisque ce n'était pas prévu vraiment la campagne. Ça avait été envisagé par le ministère, mais pas au point de modifier la logistique. Donc il va se retrouver, est obligé de rentrer dans le Mexique, sans carte, sans animaux de bas, sans moyens de transport pour l'artillerie, sans ambulance, et avec des vivres uniquement le temps de la campagne très courte. Et donc, il va apprendre à ses dépens le grand viatique de l'armée française pendant l'Empire et après et avant, qui est « débrouillez-vous ». C'est comme ça que résumait le général Trochu. C'est ce qu'on appelle aussi le système D. Et donc, il va falloir faire en sorte de pallier les déficiences de la logistique. Les Mexicains ont donc vidé Veracruz. Il n'y a plus un seul chariot, il n'y a plus une seule charrette, il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus de mules. En plus, il y a 2 transports qui sont en retard avec le campement et l'artillerie, donc qui paralysent Jurien de la Gravière. Elles vont ne rallier qu'à la mi-février, parce que tout simplement, elles sont tombées en panne et sont revenues à la voile. Donc, Jurien de la Gravière est fou de rage. Il va rappeler dans plusieurs de ses lettres que le précédent de la guerre américano-mexicaine en 1947, où les Américains avaient bien aussi, eux, débarqué à Veracruz, mais ils avaient 3000 voitures et 15 000 chevaux et mulets. Donc évidemment, mais vous savez bien, les Américains ont toujours une meilleure logistique que nous, donc ça ne s'invente pas. Donc l'improvisation, qui est le maître mot de toutes les interventions extérieures de cette époque, que ça soit dans le monde extra-européen et européen, malheureusement, va être aussi le maître mot de cette expédition. Donc va commencer une course contre la montre, parce que, évidemment, les Mexicains vont jouer la montre en pensant qu'il faut faire en sorte de tenir les Européens sur la bande côtière, avec le grand espoir que la fièvre jaune ne vienne finalement les faire partir. Pour desserrer les taux donc autour de Veracruz, ils vont donc décider de prendre, donc vous l'avez sur la petite carte sur le côté, hein, je pense que vous le voyez, donc il est à 16 km dans le nord de Veracruz, à Terreria. Donc ils vont décider, donc il y a une première station en plus, station de chemin de fer de San Juan, et donc de pouvoir gagner une région plus salubre. Donc il y a une colonne interalliée donc qui va occuper Terreria, et le 14 janvier, il y aura une note collective qui va
ils se mettent d'accord pour une note collective pour poser les revendications auprès du Mexique. Évidemment, la corde façade vole en éclats. Les Britanniques, eux, réclament 85 millions, car c'est les dettes mexicaines. Les Français, 60. Les Espagnols, 40. Et les autres nations créancières, 20. Ça, c'est-à-dire au total 205 millions. Je vous rappelle que les finances mexicaines sont exsangues. Et Salini ajoute les 75 millions de la créance Jecker. Alors là, évidemment, les anglo-espagnols jugent ça excessif, la rejettent. Mais enfin, on pourrait toujours arriver à un compromis. Vous savez bien que l'argent, c'est toujours possible. La dissension apparaît, c'est sur le but final de l'expédition. Et la discussion, là, est orageuse et très confuse. Julien de la Gravière, finalement, révèle les projets français d'une restauration monarchique au profit des Habsbourg. C'est récusé par les Espagnols, prime. Ils considèrent que les Mexicains sont attachés à la République après avoir vaincu 40 ans sous ce régime, ce qui évidemment surprend puisqu'on attendait à ce qu'il pousse la politique française, mais je vous ai dit, c'est un libéral. Et puis les Britanniques sont hostiles à une monarchie catholique. Ils préfèrent comme prime à une république, un parti d'appuyer le parti libéral mexicain, et ils considèrent que Juárez est le représentant du pouvoir légal. Donc ça commence entre les trois dissensions. Jurien de la Gravière, lui, essaye de pousser encore la requête en disant il faut aller au moins jusqu'à Jalapa, donc un peu plus au nord, pour être vraiment sur le plateau, pour cantonner là des raisons sanitaires. Là, il se heurte au refus de prime, ainsi qu'à celui des Britanniques, qui dit on n'a jamais vu un État accepter au cœur du pays une position qui ouvre à l'ennemi la route de sa capitale. Donc il y a un ordre verbal qui est donné, si possible, demander aux Mexicains la possibilité d'aller à Jalapa. Alors en attendant, les commandants en chef sont en train de préparer l'approvisionnement du corps expéditionnaire, soit pour une marche pacifique sur Jalapa, soit pour une opération militaire s'il y avait un refus du passage par les Mexicains. Alors Veracruz constitue donc une tête de pont, coupée de son arrière-pays par les Mexicains et par la guérilla qui déjà se développe. Et le corps expéditionnaire ne peut pas vivre donc de la ville, il est obligé de tirer ses ressources de la mer et d'exécuter donc des sorties pour obtenir des vivres frais, etc., acheter des bœufs, des mules et des chevaux. Et donc les bases arrières, c'est ce que je vous ai dit, c'est la Havane, sont les Antilles et New York. Mais New York, vous savez, ils sont en guerre aussi, donc ça pose vraiment un vrai problème. Donc Jurien de la Gravière finit par se procurer à grands frais des animaux indispensables pour monter les officiers, qu'un officier à cette époque est toujours à cheval, et traîner l'artillerie. Mais pour traîner l'armée, les prix évidemment flambent, puisque tout le monde cherche la même chose, les charrettes et les ânes. En plus, les ânes, vu le terrain qui est vraiment très mauvais, l'état affreux des routes, comme il dit, il faut des mulets. Les mulets, si on les charge chacun, ils peuvent prendre que 150 kilos. Donc il faut vraiment, pour qu'un convoi, il faudrait 1200 mulets. Donc comme il n'y en a pas, c'est très difficile. Donc ils vont faire des prouesses pour arriver à mettre sur pied alors évidemment les calfats, les menuisiers de marine vont vont travailler jour et nuit pour monter des charrettes, etc., pour faire en sorte d'avoir des charrois. Et en fin de compte, ils vont réussir le 20 février à avoir 11 chariots à 4 roues attelés de 132 mules pour porter 30 tonnes, 30 charrettes à 2 roues avec 106 mules portant 20 tonnes, 3 voitures d'ambulance et avec 7-8 jours de vivres pour 3000 hommes. Mais il n'y a pas la nourriture pour les animaux qui est compris dans cette colonne. La conduite des mules pose un problème, car imaginez-vous que les mules, certaines qu'ils ont trouvées, n'ont jamais été attelées, elles sont sauvages. Vous imaginez des mules sauvages. Ils ont fait venir des Martiniquais pour s'occuper des mules parce que les conducteurs autochtones ont refusé d'être embauchés. Et puis, il y a un appel du sort, en quelque sorte, qui va être favorable pour les Français. C'est que Dunlop, il a préparé lui aussi son petit convoi avec ses chariots, avec ses diligences, ses charrettes, etc. Or, il a un ordre de l'amirauté, il est désavoué, il est hors de question que les Britanniques rentrent sur le territoire. Ils sont sur le littoral, point barre. Donc, Jurien de la Gravière va lui racheter son convoi
3 millions de francs. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est une énorme somme. Alors, Jurien de la Gravière, lui, il découvre les réalités du Mexique et lui, il ne se fait pas d'illusions. Il a bien compris que tout ça est bien compliqué. Il dit ce sont de véritables bandits pour les Mexicains. Ils obéissent seulement à un sentiment assez général dans le pays dont il faut tenir compte. Ils éprouvent une haine profonde pour le clergé. Et il dit, lui, ça lui fait penser aux têtes rondes de Cromwell. Et il dit, le parti conservateur n'a aucun crédit auprès des populations. Et si les libéraux refusent de traiter, eh bien, il va falloir pousser la guerre avec énergie. Et à ce moment-là, eh bien, nous aurons certainement la majorité du pays contre nous. Donc, dès le départ, Jurien de la Gravière, dans ses dépêches, il a bien compris la situation et il informe correctement l'empereur et le gouvernement français. Donc, ils n'en tiendront évidemment pas compte, puisque les dirigeants, par définition, même quand ils sont bien informés, n'en tiennent pas compte, et quand leur renseignement est correct, parce qu'ils suivent leur idée. Donc, par contre, il est optimiste, il pense que l'armée française va balayer l'armée mexicaine qui n'existe pas, et la population est insaisissable, mais enfin, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose quand même. Napoléon III, lui, il est arrivé à l'idée que si les Espagnols, parce qu'il a appris que les Espagnols avaient débarqué seuls à Veracruz, il a trouvé que c'est parce qu'ils avaient plus de troupes que lui, donc il a déjà donné l'ordre d'envoyer une brigade de 4000 hommes sous les ordres du général comte de Lorenzès, donc pour équilibrer les troupes espagnoles. Donc la course contre la monte continue, évidemment les Mexicains font traîner, l'état sanitaire se dégrade, de surcroît la population de Veracruz leur dit l'épidémie va arriver plus tôt que prévu et sera sûrement très forte. Donc le Prim finit par finalement décider avec les Mexicains un armistice, donc qui est conclu avant toute hostilité. Il est prévu donc que les contingents alliés seraient à Cordoba, donc à Orizaba et à Tehuacan, donc toutes en zone tempérée sur le plateau. Pour concession pour l'orgueil mexicain, le pavillon mexicain sera arboré à Veracruz et Jean d'Uola sur les forteresses. Cette convention présente évidemment l'inconvénient de reconnaître de facto le gouvernement mexicain, Juárez. Jurien de la Gravière, qui, ne l'oubliez pas, est amiral, mais aussi un excellent historien, la ratifie parce que lui, ce qui compte, c'est le salut de ses troupes. Et il dit, il ne faudrait pas qu'on recommence la faute de 1803 et l'expédition de Saint-Domingue où on a perdu 66 000 hommes à cause des épidémies. Donc, il signe la fameuse convention avec les Mexicains. Donc, sur place à Veracruz, je vous dis pas la galère que c'est pour la marine, la chaleur, les vents d'ouest qui sont de nord-ouest qui sont très violents, la mer est très houleuse, les équipages ont une santé qui se dégrade à cause des conditions. Et puis arrive le général Almonte. Alors Almonte, lui, il arrive normalement à la mi-février, il pense que ça y est, Juárez a été balayé, renversé. Et il trouve les Alliés en train de négocier avec Juárez. Donc il est furieux, il rentre au Mexique sous la protection du corps expéditionnaire français, et Juárez, lui, considère que c'est un casus belli, et donc il met sa tête à prix. Et là, les Espagnols et les Anglais considèrent que les Français ont tort d'autoriser et de couvrir l'entrée d'Almonte au Mexique. Et Jurien de la Gravière, écoutez bien, écrit cette phrase absolument magnifique. Il refuse de rembarquer l'exilé. Il dit « Le drapeau français a déjà abrité bien des proscrits. Il est sans exemple que sa protection, une fois accordée, ait été retirée à ceux qui l'avaient obtenue. » Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, certains l'ont oublié, mais c'est une très belle phrase qu'on devrait graver. Après une discussion très houleuse, Prim et Charles Wilkes, donc l'anglais, vont se désolidariser des Français. Et donc, c'est la rupture. Ils considèrent que c'est une ingérence dans les affaires mexicaines. Et donc, l'alliance a vécu. Anglais et Espagnols se retirent. Jurien de la Gravière a même proposé aux Espagnols de les ramener, de rapatrier à La Havane.
Et les Espagnols ont rejeté cet avis et sont repartis sur des bâtiments de la Royal Navy pour bien montrer leur désaccord. Donc, eh bien, c'est la guerre. Jurien de la Gravière demande que la levée de l'exil d'Almonte. Il se plaint de nouvelles vexations dont des ressortissants français ont été victimes. Il y a le meurtre de 3 soldats français sur la route de Veracruz, donc il déclare la guerre. Et il déclare également le blocus des ports de Tampico et d'Alvarado sur la côte du golfe du Mexique. Et également, il demande à Buet-Villomez le blocus des ports du Pacifique. À peine a-t-il fait ça qu'il reçoit de Paris un blâme. Il est blâmé par Napoléon III parce qu'il a signé la Convention de la Soledad et que le gouvernement français refuse. Donc on lui retire ses pouvoirs politiques, il n'a plus que ceux de commandant d'escadre, et on lui dit soit il reste sur zone, soit il rentre en France, et il rentre en France pour s'expliquer. Finalement, Napoléon III finira par comprendre qu'il a commis une erreur, et il lui enverra une lettre en disant combien nous avons été injustes envers vous, et donc il ne sera pas longtemps mis de côté. Il fait partie de la coterie de Eugénie, Jurien de la Gravière. Alors, la troisième phase qui rentre, c'est celle évidemment de l'occupation, de la conquête et de l'occupation. Après donc la destitution de Jurien de la Gravière, la deuxième phase de l'expédition, eh bien, c'est entre les mains des militaires. Alors, Lorenzès bat les Mexicains dans plusieurs rencontres, il sous-estime ses adversaires, et non, trop tôt. Et il va échouer le 5 mai 1862 devant Puebla. Napoléon III pensait que c'était un village, c'était une ville de 80 000 habitants. Il y avait 12 000 soldats avec le général Saragossa. Et donc, Lorenzès comprend tout de suite qu'ils ont fait une attaque comme ça, en avant. Nous sommes les plus forts puisque nous sommes européens, etc. Évidemment, ils se heurtent aux Mexicains. Et ils vont être harcelés, il leur donne immédiatement le repli, ils sont harcelés par les guérilleros, ils rétrogradent jusqu'à Orizaba, où il va s'établir solidement jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est ce qu'on appelle la retraite des 6 000. Alors, la défaite, c'est pas grand-chose. Il y a eu 476 Français morts de combat, mais ça a fait une très mauvaise impression en Europe. Et de toute façon, maintenant, l'idée, ce n'est plus l'heure ni des remontrances, ni des inutiles regrets. Il faut sauver l'honneur du drapeau. Donc maintenant, de toute façon, l'honneur français est engagé. Il ne peut y avoir que des renforts. Ça tourne, il ne faut jamais l'oublier, un tournant pour les Mexicains. Pour les Mexicains, ça va rentrer dans leur mythologie le Cinco de Mayo. Et ça devient un mythe parce que ça leur redonne espoir. Ils vont après être battus, etc. Mais là, quand même, ça a été pour la première fois depuis 1821, la descente aux enfers s'arrête. C'est-à-dire, pour une fois, à Puebla, ils ont réussi à battre des Européens. Ils avaient pris un certain nombre de raclées par les Américains. Et là, les historiens mexicains pensent que ce triomphe, on parle du triomphe du 5 mai, a grandement aidé à la maturation de la conscience espagnole, dit Jiménez Moreno. Donc c'est un tournant pour les Mexicains, c'est un tournant en France, parce que les Français, ils n'étaient pas très au courant qu'il y avait une intervention au Mexique, et ça va évidemment se revers, indisposer l'opinion, qui est très habituée à que des victoires militaires. Il y a un débat au corps législatif, et il y a un certain Jules Favre, c'est-à-dire un des 5, c'est le Parti républicain, ils sont 5, en train de renaître de ses cendres, et Jules Favre jette le trouble en disant finalement la vraie raison de cette intervention sont les créances Jecker. Et il dit, dans cette affaire, il semble que toutes les fautes aient été accumulées et ça va très mal pour l'Empire. Certes, le corps législatif vote les crédits, il ne peut pas faire autrement, ils sont majoritairement du corps, mais n'empêche qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des ministres, le ministre de la Guerre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, qui sont hostiles à l'intervention au Mexique. Et donc Napoléon III, lui, ne pense que revanche, et cette fois-ci, il envoie un corps tout à fait des renforts tout à fait significatifs, puisque c'est 30 000 hommes. Il le confie au général Forêt, dont on dit que c'est un grand diable dur et grossier, peu aimé de la troupe. Il a pour divisionnaires les généraux Bazaine et Douai. Alors, en attendant, la défense de Veracruz incombe à la marine, et évidemment, ce n'est pas rien.
il y a le vide qui s'est fait totalement, parce que ça a une influence sur la population, évidemment, de Veracruz. Le vide s'est fait autour des Français. Et pour l'instant, ne domine, enfin, on ne contrôle que les communications, et encore, entre Veracruz et Orizaba, elles sont souvent coupées. Les Indiens qui apportent les courriers sont souvent retrouvés pendus. Lorenzès, quand il envoie son courrier, il l'envoie avec 1500 auxiliaires mexicains. Quand l'approvisionnement d'un mois de vivres, eh bien, il y a une escorte de 1100 hommes. Je ne sais pas si vous voyez, toutes les fois, tous les déplacements. La situation sanitaire se dégrade. Le blocus du golfe du Mexique est absolument intenable. Vous savez que depuis 1956 et depuis la Convention maritime du traité de Paris, le blocus doit être effectif pour tenir toute la côte. Donc vous voyez, de la côte du Rio Bravo jusqu'à Veracruz, il n'y a qu'un aviso, une canonnière. Donc autant vous dire que le blocus est théorique et que les Britanniques vont faire un plaisir de dénoncer cette non-effectivité quand ils pourront. Alors, ce qui est important pour les marins, c'est qu'il y a des rumeurs venant des milieux autorisés qui font état d'une nouvelle menace qui pourrait paralyser les forces navales françaises. C'est-à-dire qu'on pense que les Mexicains, Juarez, va délivrer des lettres de marque à des Américains, et que, comme les Américains ont des bâtiments blindés, eh bien, cuirassés, les Français commencent à craindre une intervention des bâtiments cuirassés américains. Donc, il faut pas oublier que à cette époque, les États-Unis, d'ailleurs comme l'Espagne, mais le Mexique, aucun des pays d'Amérique latine n'ont signé le traité de Paris de 1856. Donc pour eux, la course est permise. Alors il n'y aura pas de course, ça va être une psychose, hein, mais n'empêche que ils feront toujours très très attention, d'autant que leurs bâtiments, ont des carènes tout à fait sales et donc perdent en plus en nœuds en marche. Enfin, c'est vraiment pour eux aussi une galère. Finalement, pour montrer que Jurien de la Gravière, finalement avait bien fait, même si on lui reproche cette convention de la Soledad, il revient au Mexique, et il revient au Mexique avec un des fleurons de la marine française, hein, donc c'est avec la Normandie. Et la Normandie est un bâtiment cuirassé. C'est la première fois qu'un bâtiment cuirassé traverse l'Atlantique. Donc ça fait deux pierres deux coups, hein. D'une part, on fait face à une éventuelle menace venant des corsaires américains, et en même temps, on montre qu'on est quand même à l'avant-garde de la technologie. Alors, lorsqu'il arrive, c'est pour préparer donc le transport du corps de forêt. La logistique s'est rodée. Maintenant, les bâtiments arrivent. Quand ils arrivent de France, ils font escale à Fort-de-France pour être assainis, pour reposer les troupes. Ils marchent toujours par division pour avoir tous les moyens, hein, l'artillerie, les tentes, etc. en même temps, pour débarquer tout en même temps. Et entre novembre 61 et février 63, il y a plus de 38 000 hommes qui vont être ainsi débarqués avec des chevaux, etc. Là maintenant, la traversée est de plus en plus pénible, hein, parce que l'encombrement est très fort, c'est très, très grand sur les bâtiments, les conditions de vie sont inconfortables. Les ministres de la guerre se plaignent puisqu'il n'y a pas de hamac, et donc les soldats sont obligés de dormir sur le pont, sur des couvertures. Le bilan sanitaire se dégrade. Et il y a de plus en plus de malades maintenant à bord. Maintenant, on est à 15% des troupes qui sont malades. Je vous disais que c'est 3% lors de la traversée en 61. La traversée, surtout, est une horreur. C'est pour les transports écuries. Ils emportent à peu près 350 chevaux et à peu près autant d'hommes. Le problème, c'est que l'espace réservé pour chaque animal est trop exigu et il y a un défaut d'aération. Ce qui fait qu'ils vont être obligés d'employer notamment un système D, et les pauvres chevaux meurent souvent sous les ponts. Alors on met des espèces d'écuries, de stalles infirmeries sur les ponts pour pouvoir qu'ils prennent un peu l'air, pour prendre des forces. Et notamment le lieutenant-colonel Marguerite, le fameux Marguerite, hein, qui mourra en 1870 à la tête de ses troupes, hein, cavalier émérite, a trouvé un système. Lorsqu'il y a le roulis, il y a des soldats, chacun des côtés des sabords, et selon l'inclinaison du bateau, eh bien, ils ouvrent les sabords pour faire de l'air,
Et quand le bateau descend, évidemment, tout de suite, il les ferme. Et de l'autre côté, quand ça relève, ils ouvrent. Donc, vous voyez, il y a une espèce de mouvement comme ça, de balancier, pour faire un peu d'air pour les pauvres chevaux. Autant vous dire que c'est franchement un système D. Donc ils vont finir par installer des stèles individuelles avec un système de courroies. Ils avaient même des stèles avec plusieurs chevaux, donc les chevaux tombaient les uns sur les autres, se cassaient les jambes, etc. Enfin, ça a été une horreur. Et vous avez jusqu'à un quart des chevaux qui vont être jetés, qui vont mourir à bord. Et notamment, ils auront souvent ce qu'ils appellent une pneumonie gangréneuse, pauvres chevaux. Les hommes meurent, eux, du tétanos à bord de ces bateaux. Mais enfin, c'est une autre histoire. Les opérations à Veracruz, c'est une horreur aussi, puisqu'il y a les fameux vents d'ouest, vents du nord-est. Donc, les chalands ont une furieuse tendance à couler. Et puis, on cherche toujours les fameux personnels acclimatés. Julien Gravière avait dit, bon, puisqu'avec les Antillais, ça marche pas très bien, il faudrait peut-être les Sénégalais. Et finalement, Napoléon III va s'adresser au vice-roi d'Égypte, qui va lui céder des Noirs soudanais. Il y en a 446. Alors, il y a des soldats dedans, mais il y a des recrues qui ont été pressés. C'est-à-dire, on les a attrapés dans les ports, les pauvres malheureux qui se trouvaient là, ils ont été pris la veille du départ par la police, et ils sont envoyés à bord des bateaux, ils sont presque tout nus, ils sont dans un état de santé épouvantable. Les 46 jours de traversée, qui ne sont pas très longs, mais enfin, il va y avoir des actes d'indiscipline, d'insolence, ils n'ont pas envie d'être là, on ne leur a rien demandé. Mauvais état de santé, l'hygiène est déplorable. Ils vont arriver, évidemment, quand ils vont arriver à Veracruz, ils ont la vérole en plus, ils vont être débarqués, donc c'est des troupes tout à fait inattendues, ils pensent qu'ils vont rien en faire, ça va être des troupes exceptionnelles. Qui vont être très très utiles dans les terres chaudes. Alors, le vomito negro, c'est de mal en pis. Finalement, au port de Veracruz, la Normandie va être... C'est les grandes unités qui sont surtout touchées. On trouvera... il y aura 449 cas de fièvre jaune sur un effectif de 483 hommes. Je vous rappelle qu'à peu près un tiers des hommes qui sont touchés par la fièvre jaune meurent. Donc, il y a un taux de létalité très, très élevé. Et ils ne savent pas pourquoi. Et il y a des jeunes gens qui meurent parce que il y avait 10 élèves. Il y en a 6 qui meurent. Il y a des officiers meurent. Finalement, l'amiral s'en sort bien. Mais sur les 30 membres de l'état-major, il y en a quand même 20 qui vont avoir la fièvre jaune. Donc, vraiment, c'est assez compliqué. La base... Comme d'habitude, l'approvisionnement est toujours Veracruz et toujours sans approvisionnement. Donc, on fera venir des rations et du vin de France tout le temps. Les denrées, la farine, le tafia, le café, le sucre, le riz, le sel, lard, salé, etc. vont être achetés sur place aux États-Unis ou à La Havane ou à la Martinique. Et même la viande fraîche, c'est-à-dire les bœufs sur pied, etc., finiront par venir de France directement. Donc, en plus, la marine doit satisfaire des requêtes tout à fait curieuses. Elle doit ramener des végétaux pour Haussmann, parce que lui, il fait les bois de Boulogne, etc. Il a besoin d'arbres. Il y a la société zoologique du parc de Boulogne qui demande des petits chiens qui sont dressés pour chasser le gibier, tout petits, vous savez, chihuahua. Donc on ramène des chihuahuas. La division donc de l'océan Pacifique aussi, ils ont ramené des lamas. Les lamas, ils ont été offerts par le président de l'Équateur et les lamas, ils ont une furieuse tendance à mourir. Alors ils vont leur donner des petits noms dans l'espoir qu'ils vont pas crever, mais ils crèvent un. Alors je ne sais, le commandant qui écrit son rapport, on le sent qu'il est absolument désespéré car les bestioles meurent une à une en dépit des noms qu'on leur a donnés. Il y a aussi le ministère de l'Instruction publique qui demande aux marins d'aller faire une exploration botanique du Yucatan, ce qui évidemment est pile poil avec la guerre qui est en train de se préparer. Donc, on poursuit l'aménagement de Veracruz, mais le transport au Mexique sera jamais résolu, et en dépit de l'arrivage d'animaux de bas, et vous avez une pénurie de mulets qui va toujours rendre l'organisation des convois absolument épineuse et même peser sur l'organisation des opérations militaires, et entraver les mouvements de la troupe. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais je me souviens d'une opération à Tampico pour aller soi-disant récupérer 1000 mules.
Ils en ont récupéré que 249. Ils ont perdu une canonnière. Il y a 3 frégates qui sont avariées. Enfin, c'est le prix de la mule. Hein, c'est absolument exorbitant. Alors, Jurien de la Gravière va quitter au moment où arrive, Forêt arrive en septembre. Jurien de la Gravière partira en janvier parce que le ministère de la Marine considère que maintenant c'est une affaire de l'armée de terre. Alors, quand Forêt arrive, la première chose à faire, c'est la guerre des communications. La guerre des communications, je vous ai dit, entre Veracruz et Orizibar, ils n'arrivent même pas à avoir des communications. Donc, ils vont enrôler des volontaires, des Indiens, des mercenaires étrangers, etc. Le premier qui va organiser ça, c'est un ingénieur suisse de l'école centrale de Paris. C'est le dénommé Charles-Édouard Eugène de Stocklin, qui va organiser une contre-guérilla dans les terres chaudes. En février, Forêt va la confier à Dupin. Donc vous voyez Dupin sur cette photo, il a une espèce d'uniforme qu'on peut dire mexicano-hongrois. Le pantalon est jaune, la veste est rouge, etc. Enfin, c'est assez, vous voyez un petit peu, il est assez folklorique. Il est folklorique en tout. Hein. Il avait vendu, vous savez, il était revenu avec énormément de biens du sac du palais d'été. Et il avait eu la sottise de les vendre chez Drouot. Il s'est fait virer de l'armée. Il est dans l'armée, enfin, il est en délicatesse. Donc, c'est lui. Alors, lui, il va mener, il va avoir des vraies colonnes infernales. Avec une bande de soldats brigands, mener des expéditions punitives, des exécutions sommaires de prisonniers, de blessés. Ils vont incendier les villes qui sont soupçonnées d'aider les royalistes. Ils vont éliminer les civils suspects. Enfin, ils vont faire une vraie guerre de guérilla. Ouais. Et il dira lui-même « J'ai fait une guerre atroce ». Il sera surnommé d'ailleurs le vengeur de Cabron, puisque les Mexicains qui avaient justement mis en déroute les troupes à Cabron, eh bien, vont tomber sur lui, il va mal leur en prendre. On va appeler le Diable Rouge, on va l'appeler le monstre des terres chaudes, etc. Il finira par être renvoyé en France. Il sera remplacé. Alors, le deuxième, ça va être le colonel de Galifet. Le Galifet, vous savez, c'est celui qu'on appelait le marquis au talon rouge pendant la Commune. Il s'était bien fait la main là-bas. Celui qui commande donc de l'Hacienda Yerba Buena, donc en 65, parce qu'ils vont pas se maintenir que dans les terres chaudes, ils vont aussi aller dans le nord et dans le sud. Et là, c'est le petit-fils de Ney qui commande. Alors, indépendamment de ça, il va y avoir des volontaires belges. Hein, il y a des... Et également un corps expéditionnaire autrichien. Alors, c'est simple, hein, là, on peut très rapidement expliquer la campagne. Forêt va assurer d'abord la sécurité de son flanc nord et de son flanc droit en prenant Jalapa au nord. Au sud, il va prendre Teotihuacan. Il va avoir donc la maîtrise d'une bande, vous voyez en bleu, donc sur la carte, la bande du territoire de la mer vers l'ouest. Il va hiverner à Orizaba et en mars, de façon sans se presser, va prendre l'offensive contre Puebla. Le siège va durer 63 jours et Puebla sera investi donc le 17 mai. Et vous savez que c'est le 30 avril que s'est sacrifié donc une compagnie de la Légion étrangère à Cameron. C'est donc dans le cadre de cette opération. La route de la capitale est ouverte. Et Forêt entre dans Mexico, pavoisé. Les soldats de la France ont été littéralement écrasés sous les couronnes et les bouquets. Donc, ils pensent que les Français ont gagné sur le plan militaire, aide évidemment à régler le problème politique. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Napoléon III est prêt à se désengager. Il a envoyé une dépêche en disant finalement il faudrait mieux trouver un chef qui fasse l'unanimité au Mexique plutôt que quelqu'un qui vienne de l'extérieur. Malheureusement, quand sa dépêche arrive, c'est trop tard. Forêt a pressé les choses et il y a une petite junte des notables, une assemblée de notables qui va demander offrir la couronne à l'archiduc Ferdinand Max donc d'Autriche. Donc c'est Puebla, ce tableau, qui d'ailleurs représente Bazaine, puisqu'il était un des trucs. Donc là, vous avez Cameron, et là, donc, où s'est passée l'interception.
La suite, vous avez Napoléon III est furieux finalement de s'être un peu fait forcer la main par Forêt, donc il débarque Forêt, il le nomme maréchal, hein, et il le fait partir, et il fait partir l'ambassadeur Saligny. Et celui qui prend à ce moment-là le commandement, c'est Bazaine. C'est une très belle photo là de son état-major. Et lui, là, on rentre vraiment dans une guerre coloniale. Lui, il va donc décider la pacification du Mexique. Alors, donc là, il va épouser, d'ailleurs, il a 54 ans, il épouse une jeune Mexicaine de 18 ans. Voilà. Alors, sur cette carte, c'est simple. Vous avez deux axes vers le nord, hein, en bleu, c'est-à-dire tout simplement par saut de puce. Hein, il va passer... donc vous voyez, il remonte comme ça vers le nord, donc jusqu'à Monterrey, etc. Ensuite l'autre longeant la côte du Pacifique, et donc il arrive à un moment où Juárez se retrouve à Chihuahua sans armée, etc. Et finalement est obligé de passer aux États-Unis. La France, c'est vrai, domine toutes les villes, hein, à peu près, domine à peu près les routes, mais le reste du pays est entre les mains de la guérilla. Et donc, pratiquement la seule arme est l'arme de contre-guérilla, comme je vous ai dit, qui s'est conduite dans des conditions absolument épouvantables. Donc, comme maintenant le pays semble pacifié, eh bien, Maximilien finit par signer la convention de Miramar, et il arrive dans le pays. Donc, en gros, le pays est à peu près conquis. Vous voyez, les grands axes sont conquis, les grandes villes, etc. À peu près les 2/3 du pays sont sous contrôle. Voilà, donc maintenant la marine se retire un peu et maintenant c'est à Maximilien à jouer. Alors il va débarquer Maximilien qui a épousé donc Charlotte de Belgique, hein, voilà les Maximiliens. Vous voyez le couple, rien que la photo du couple vous dit que empereur du Mexique, ça va être dur pour ce couple, hein, empereur et impératrice du Mexique. Ce sont deux jeunes gens, hein, on dirait qu'ils étaient encore le lait de leur mère il n'y a pas longtemps. Hein. Je dis ça pour ceux qui écouteront, parce que là, vous voyez la photo, elle est dramatique. Il va débarquer, Maximilien, dans la liesse populaire à Veracruz. Alors, il y a salve d'artillerie, tambour battant au champ, une haie avec des arcs de triomphe, etc. Tout petit détail qui va un peu refroidir tout le monde. Il a fait arroser les rues avec du chlore. Et ça, les Mexicains n'ont pas aimé, et l'Europe non plus, parce que quand ils vont apprendre ça, ils vont trouver ça absolument horrible. Et là, il va y avoir des tas de malentendus avec ce pauvre Maximilien. Bon, ce que je peux dire de Maximilien, c'est contrairement aux idées reçues, c'est un libéral, c'est pas un conservateur, c'est pas un catholique, un intégriste, etc. Pas du tout. Et il était réputé comme tel en Autriche. Et d'ailleurs, François-Joseph s'en méfiait beaucoup à cause de ça. Il va prendre le contre-pied de la politique de Napoléon III. Il va s'allier à des libéraux. Il va avoir une politique en faveur des indigènes et des Indiens. Et il va vraiment avoir une politique indigéniste vraiment très favorable pour les Indiens. Il va se mettre à dos les conservateurs, qui évidemment attendaient de lui la restauration d'une monarchie catholique, intégriste, etc. Et donc, il va y avoir un malentendu entre les élites et Maximilien, qui était un jeune homme. Il faudrait revoir vraiment l'histoire, parce que vous savez, avec le recul, quelquefois, on revient un peu en arrière sur le point de vue. C'est vrai qu'on lui reprochait beaucoup de partir à la chasse aux papillons. Ce qui est charmant, évidemment, mais pour un empereur du Mexique dans un pays qui a besoin de tout et qui était dans l'attention permanente, c'est pas tout à fait. Et puis, il va développer une vraie cour, quoi. Il va faire une vraie cour à la façon Habsbourg. Donc, tout ça va être très mal compris. Bon, c'est ainsi. Enfin, je vous dis juste politique indigéniste. Il faut savoir quand même que 40% des Indiens qui prendront part au combat, enfin, qui s'engageront dans la guerre, 75% prendront parti de Maximilien. Il y a une vraie adhésion. Malgré tout, la situation reste tendue, la greffe impériale ne prend pas, et donc ça va très mal se passer en 1865.
puisque le général Lee capitule, comme vous le savez, le 9 avril 1865. Donc, de nouveau, retour des États-Unis sur la scène internationale et respect de la doctrine de Monroe. Donc, maintenant, les États-Unis vont tout faire pour éliminer Maximilien et aider le Juárez à reprendre le pouvoir. Vous avez des tensions très fortes avec les États-Unis. Vous avez notamment Bagdad, vous voyez à l'extrême nord, là, sur le Rio Bravo. Il y a même eu le sac de Bagdad. Alors, juste un mot là-dessus, parce que ça m'a toujours beaucoup amusé. Sac de Bagdad par un régiment noir. Il y a un renfort noir de 150 noirs qui s'est venu pour essayer de mettre de l'ordre dans le régiment. Ils font évidemment alliance avec le régiment donc qui était déjà en train de piller la ville. Donc ils l'ont pillé, y compris malmené, y compris des Américains. C'est-à-dire tout le monde y est passé, il y a pas de problème. Et alors ils vont remettre de l'ordre. Et alors moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans le compte-rendu fait par le contre-amiral sur place, il n'a pas dit c'est parce que ce sont des Noirs. On n'a pas eu du tout de réaction raciste. Il a juste stigmatisé la débauche républicaine. Alors, on connaît au moins sa couleur politique, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Jamais le côté racial n'intervient dans les rapports. Alors, ce bras de fer, évidemment, va se prolonger, et finalement, Napoléon III va considérer qu'il faut quitter. Alors là, donc, évidemment, on va faire une médaille commémorative. Vous savez, les hommes adorent les hochets, et donc il y a une très belle médaille qui va être... Il y en a toujours une à toutes les expéditions. Là, vous avez la carte qui est un peu la carte de tout à l'heure mexicaine, mais qui montre soi-disant, ça c'est une carte française, soi-disant la veille du départ, l'emprise française. Je crois qu'elle est très très optimiste, et je crois que c'est plutôt la carte mexicaine de tout à l'heure qui est plutôt valable. Alors Charlotte va faire un dernier effort, va aller à Paris pour essayer de convaincre Napoléon III, et comme vous le savez, elle va pas réussir. Elle avait dit nous abdiquerons, et Napoléon III furieux lui répondra abdiquer. Cet échec va ruiner sa santé mentale, et vous savez qu'elle devient irrémédiablement folle à ce moment-là. Alors, Maximilien, voyant que tout est perdu et que les Français vont se retirer, va se jeter évidemment dans les bras des ultramontains, donc ce qui ne va pas évidemment arranger son cas. Napoléon III va envoyer le général Castelnau pour convaincre Maximilien d'abdiquer. Alors, il faut le savoir, tous les bagages de l'empereur étaient à bord du Dandolo ou dans le port de Veracruz. Tout était préparé pour qu'ils partent. Et à la dernière minute, pour des raisons tout à fait nobles d'ailleurs, Maximilien va refuser de partir. Devant la crise que traverse le pays, il déclare d'une manière solennelle qu'il saura l'affronter, lutter sans relâche et verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour la défense de la nation, ce qui est très beau et très chevaleresque, mais qui est aussi suicidaire. Donc on assiste à un décrochage en douceur, sans problème. Là, la guérilla n'intervient pas. Ils ne vont pas aller se battre avec les Français au moment où ils partent. Donc on assiste à un décrochage tout à fait organisé. Et pour donner quand même un peu de panache à ce qui est un sauve-qui-peut général, Napoléon III va envoyer la division cuirassée de l'océan avec le Magenta, c'est une frégate cuirassée, avec la Flandre et d'autres bâtiments pour surveiller et empêcher, au cas où il y aurait une intervention américaine, pour protéger l'évacuation. Donc il n'y a plus aucun problème. Napoléon III avait prévu un départ en 3 parties, et finalement il va décider de tout le monde en même temps. Il avait aussi, dans la convention de Miramar, il était dit qu'il maintiendrait pendant 6 ans la Légion étrangère pour maintenir l'empire. Et finalement, il décide qu'il faut rapatrier tout le monde, y compris la Légion étrangère. Donc, c'est une opération qui va être faite avec beaucoup d'élégance, puisque cette fameuse flotte cuirassée partira sans un seul transport à bord. Il n'y a pas de soldats, c'est une vraie flotte de guerre. Donc là, les marins sont ravis, c'est-à-dire qu'on a aussi caressé en sens du poil les marins. Et donc, en l'espace de quelques jours, en 21 jours, vous avez la marine, donc avec l'aide de 6 bâtiments de commerce, va enlever donc 28 300 hommes
28 000 hommes, oui, c'est ça, dont 2 000 civils, 8 000 tonneaux de matériel, des mulets. Donc, on a supprimé tout ce qui était chevaux, etc. On va les revendre à 25 francs pièce alors qu'ils en ont vendu 1000. Et donc, on a enlevé en une seule fois. Donc, c'est une opération quand même exceptionnelle. On réussit très bien les départs. Vous savez, à Dardanelles, on a fait la même chose. On sait très, très bien partir. Et donc, mais en aussi grande distance et en aussi laps de temps, c'est quand même une vraie performance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que qui est quand même, on voit le côté un peu élégant quelquefois de cette époque. C'est au retour, je vous ai dit, il y avait eu des Égyptiens. Donc ils ramènent les Égyptiens, puis les officiers, ils n'avaient jamais vu la France, ils s'étaient battus pour la France pendant plus de 3 ans, et donc ils ont fait escale à Toulon pour leur faire voir la France. C'est toujours ça, enfin, c'est toujours un petit côté élégant, plutôt sympathique. La Roncière Le Nourri, donc qui commande la flotte cuirassée, pensait que Napoléon III allait fêter Bazaine comme un héros. Pas du tout. Quand Bazaine arrive en France, eh bien, on l'informe que Napoléon III a donné l'ordre de ne pas lui rendre les honneurs militaires. Il le tient pour responsable. Ceci est important parce que maintenant, Bazaine, il va passer pour un martyr de l'Empire et il va être la coqueluche des républicains. Donc, des mesures sanitaires sont prises aussi pour éviter, évidemment, une épidémie, mais il n'y en aura aucune. De toute façon, les moustiques, ils sont morts depuis longtemps. L'épilogue, évidemment, est dramatique. Ça nous donne un chef-d'œuvre de la peinture française, tableau de Manet. Mais Maximilien, évidemment, est fusillé le 19 juin 1867 à Querétaro. Tradition veut qu'un officier mexicain désignant le cadavre ait dit voilà l'œuvre de la France. Victor Hugo était intervenu, les Américains, les Français, tout le monde était intervenu pour le sauver. Même François-Joseph avait redonné les droits de Maximilien dans la dynastie des Habsbourg, dans l'espoir qu'on ne mettrait pas à mort un archiduc autrichien, donc il est mort. Alors fiasco, bien sûr, sur le plan national, international, ce qu'on a appelé la plus grande pensée du règne est calamiteuse, mais il a évité d'Indian Fou, lui, quand même. Est parti avant. L'affaire mexicaine, bien, c'est un prestige de la France au niveau de l'Europe, qui vraiment s'est effondré. La France qui lui reprochera, France casanière et au centriste lui reprochera toujours ce désastre du Mexique. Surtout que ça a empêché la médiation armée au moment de Sadova. Vis-à-vis de la Prusse. D'ailleurs, le temps des expéditions lointaines est quasiment achevé. Et en quittant le Mexique, les soldats français sont tout à fait conscients que maintenant, il y aura la guerre, mais en France, ils partent en disant nous avons du pain sur la planche, voulant parler d'une prochaine guerre avec la Prusse. Alors, les apparences sont trompeuses. Finalement, dans cette affaire, Napoléon III n'aurait pas eu totalement tort. Il n'aurait eu qu'une seule préoccupation, c'est de restaurer la balance monétaire de la France. Depuis 1852, les exportations d'argent sont excédentaires sur les importations. Et c'est la vraie motivation de la politique étrangère, si énigmatique au Mexique, c'est de pallier la cause, donc la crise causée par l'afflux d'or des années 50 et sauver le système bimétallique français, unique au monde, grâce à un apport massif d'argent métal, tout en payant d'ailleurs avec des lingots d'argent le coton indien qui compensait le coton américain qui n'arrivait plus à cause de la guerre de sécession. Donc il a tout fait pour s'approprier les mines de Sonora. Ils n'y sont pas parvenus, mais l'argent est arrivé dans le trésor français, donc en forme d'argent métal. Et la Segunda Intervention, elle n'est pas l'œuvre d'un visionnaire, elle n'est pas une erreur, elle répond à un besoin désespéré d'argent. Et en fait, de fiasco, c'est une réussite monétaire